Bonjour, voilà longtemps qu'on en parlait. Israël a donc fini par passer à l'offensive face à la menace du programme nucléaire iranien. La crainte de voir demain Téhéran doté de la bombe atomique a donc poussé l'État hébreu à agir de manière si déterminée qu'on évoque même la possibilité d'un changement de régime. Est-ce allé trop vite? On vous interrogera. Mona Jafarian, présidente et cofondatrice du collectif Femmes Azidi, qui cherche à sensibiliser l'opinion publique sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, et auteur de Mon combat aux éditions Stock et Je suis iranienne aux éditions de l'Observatoire. L'Iran est donc frappé depuis une semaine par Israël, sans interruption sur ses sites nucléaires, mais aussi plus largement l'armée et les lieux de pouvoir. Éric Pelletier nous en dit plus pour France 2. Une opération militaire d'une ampleur inédite, la plus grande attaque jamais menée contre ce pays. Et selon Israël, ce n'est qu'un début. Très bientôt, vous verrez des avions israéliens, nos forces aériennes, nos pilotes, dans le ciel de Téhéran. Nous allons frapper tous les sites et les cibles du régime de l'ayatollah. La clé de cette bataille pour Israël, qui a mobilisé plus de 200 avions de chasse, la majeure partie de sa flotte. Israël prépare le terrain depuis de longs mois en ciblant la défense aérienne iranienne et en s'infiltrant au sol. Elle avait été neutralisée, en particulier du raid qui avait eu lieu en octobre, et là a été neutralisée par des drones pilotés à l'intérieur de l'Iran. Donc elle a beaucoup diminué la capacité de défense iranienne. L'objectif de Benyamin Netanyahou, faire tomber le régime des mollahs iraniens et stopper définitivement sa capacité à produire une bombe atomique. Mona Jafarian, vous êtes inquiète pour la population iranienne ou soulagée de voir le pouvoir des mollahs enfin affaibli? Je pense que comme tous les Iraniens, on souffre d'une certaine forme de schizophrénie depuis le début de cette guerre, puisque d'un côté, il y a l'inquiétude, la douleur, l'émotion de voir son pays bombardé, de voir les Iraniens avoir peur, être déboussolés. Et de l'autre, effectivement, il y a quand même cette joie qu'on ressent au sein de la population de se dire, pour la première fois en 46 ans, quelqu'un est venu leur donner une leçon par rapport à tout le sang qu'ils ont fait couler au sein du peuple iranien. Vous partagez le sentiment exprimé par les prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi et Narges Mohammadi, ou encore par le cinéaste, tout juste d'ailleurs primé à Cannes, Jafar Panahi, qui dans une tribune au journal Le Monde appelle à l'arrêt immédiat de l'enrichissement d'uranium par la République islamique et à la fin des hostilités entre Israël et l'Iran. Oui, alors bon, c'est des prix Nobel, donc je pense qu'ils sont dans leur rôle de prix Nobel, mais en fait, ils ont écrit une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas d'enrichissement de l'uranium, eh bien, il n'y aurait pas de guerre. Donc finalement, on est en train de dire une vérité qui est déjà sur la table depuis des dizaines et des dizaines d'années, à savoir, ne cherchez pas la bombe nucléaire, ne cherchez pas à nuire à la région, ne cherchez pas à développer le terrorisme, et personne ne viendra vous faire du mal. Vous dites la guerre se justifie par l'enrichissement, eux disent ni guerre ni enrichissement. Oui, mais justement, il y a guerre parce qu'il y avait enrichissement, il y a guerre parce qu'il y avait proxy terroriste, déstabilisation de la région. Donc bien évidemment que tout le monde aimerait qu'il n'y ait pas de guerre, mais la réalité du terrain, c'est que Donald Trump avait mis une proposition sur la table. Ils auraient pu l'accepter, même les Russes leur ont dit « mais acceptez-la, ça va mal finir ». Et puis finalement, il annonce « je vais lancer même une nouvelle centrifugeuse par provocation vis-à-vis de l'AIEA ». Donc on est arrivé à une guerre parce qu'on avait un régime belliqueux, terroriste, et qui veut absolument assurer sa survie avec une bombe nucléaire. Et la population, elle se protège comme elle peut des bombardements, en quittant Téhéran quand c'est possible, la capitale iranienne en proie à un vaste exode, tandis que ceux qui l'osent encore n'hésitent pas à défier le régime. Des images commentées par Maryse Burgot pour France 2. Quelques slogans résonnent contre le régime. Mort à Khamenei! Les ayatollahs sont parfois tenus pour responsables des bombardements israéliens. Mort aux gardiens de la révolution! Des slogans répétés de balcons en balcons, mais personne ne montre son visage par peur de la répression. Magasins fermés et rues désertées. Plus loin, ces files d'attente sans fin pour tenter de trouver de l'essence. Nous suivons cette famille quittant Téhéran pour se réfugier vers le sud. Les deux femmes sont en pleurs. L'autoroute est saturée d'habitants fuyant la capitale. Ils ont frappé ici, regarde la fumée.
Ils partent vers la ville d'Arak, plus au sud, à 3h30 de route, le Canari du voyage. Mais il leur faudra 14 heures pour atteindre leur but. La nuit tombe, dans les embouteillages, loin des bombes. Et au petit matin, à l'arrivée, aucun logement disponible. Cette région relativement calme est prise d'assaut par les habitants de Téhéran. Une population vivant des émotions contradictoires, la colère contre Israël, mais aussi parfois le soulagement de voir certains responsables du régime éliminés. Ce soulagement, Mona Jafarian, de voir certains responsables du régime éliminés, ces cris qu'on entendait d'hostilité envers l'ayatollah Khamenei, ils sont largement partagés aujourd'hui au sein de la population. Oui, ils sont largement partagés. Vous savez, tous les soirs, à 9h, à 21h, les gens crient à travers les fenêtres. Et ce qu'ils crient uniquement, c'est mort à la République islamique, mort à Khamenei. Donc on est vraiment face à une population très très hostile au régime, qui tient le régime pour responsable de tout ce qui est en train d'arriver. Et puis il faut voir la gestion qui est faite par le régime de la situation, puisqu'en temps normal, quand on a un gouvernement qui tient à son peuple, il met tout en œuvre pour le protéger. Et là, on est face à un gouvernement qui a totalement coupé Internet pour empêcher les Iraniens de pouvoir avoir les ordres d'évacuation. Donc là, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas quel quartier va être bombardé. Ça les empêche aussi d'avoir des informations de l'extérieur du pays et aussi de s'organiser. Sait-on jamais si les Iraniens venaient à vouloir se soulever. On a eu des témoignages de personnes qui nous disaient quand il y avait des alertes à certains endroits parce qu'ils recevaient encore sur leur téléphone, eh bien le régime fermait les métros pour empêcher les gens d'aller se mettre à l'abri. Ils ont décrété que toute personne qui montrerait de la joie sur les réseaux sociaux serait immédiatement emprisonnée, torturée, qu'on lui mènerait une véritable guerre. Donc en fait, les Iraniens sont déjà coincés sous l'oppression de leur régime et maintenant, ils doivent en plus supporter une guerre. Mais pour beaucoup d'entre eux, et notamment quand je discute avec les familles de victimes et les jeunes qui ont été mutilés dans la rue après la mort de Mahsa Amini parce qu'ils protestaient, ils sont assez unanimes sur le fait de dire « ça fait mal ». Mais avec tout le sang qu'on a versé sans obtenir la liberté, eh bien, il fallait que quelqu'un vienne leur donner cette leçon et les affaiblisse. On va voir à présent quelle est la situation en Israël avec vous, Claire Duhamel à Jérusalem. Environ 400 missiles balistiques et 1000 drones, c'est l'ampleur de la riposte iranienne contre Israël depuis une semaine. Les autorités estiment qu'il y a eu des impacts directs de ces missiles dans environ 20 lieux différents au travers le pays. Pas d'informations quant aux dégâts qu'ont pu subir des sites militaires ou stratégiques qui sont visés par les Iraniens. C'est une question extrêmement sensible pour l'État hébreu. Ce que l'on sait, c'est que 24 civils israéliens ont été tués. Il y a aussi plusieurs centaines de blessés dans des niveaux de gravité variables. C'est un bilan bas compte tenu de l'ampleur de ces attaques, mais ça s'explique par le fait que la défense anti-aérienne israélienne fonctionne toujours et que les Israéliens sont habitués à ces menaces, même si c'est souvent dans une moindre ampleur, et vont aux abris anti-missiles lorsque les sirènes retentissent. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'une majorité de la population israélienne soutient ce qui se passe en ce moment, puisque selon un sondage sorti jeudi, 80% des juifs israéliens considèrent qu'Israël et son armée ont raison d'attaquer l'Iran. Alors il y a, on l'a vu, ces tirs de missiles iraniens sur Israël, parfois missiles hypersoniques. Mona Jafarian, un hôpital a même été touché, une quarantaine de blessés. Néanmoins, vous êtes surprise par l'impact limité de ces tirs pour l'heure, compte tenu et de ce qu'ils révèlent éventuellement de l'arsenal à la disposition des Iraniens. Alors moi, c'est plutôt le contraire. Je ne pensais pas qu'il toucherait autant le territoire israélien. Après, c'est vrai que la capacité militaire de la République islamique est très moindre comparée à celle d'Israël. Et d'ailleurs, ce que font les Israéliens maintenant, c'est qu'ils ne vont pas chercher le stock de missiles à disposition de la République islamique, mais ils cherchent les lanceurs. Donc ils sont obligés d'attendre que ça tire pour repérer les lanceurs et pouvoir les détruire. Mais finalement, on en revient un peu à ce que nous, on disait comme activistes sur la République islamique, c'est que la République islamique fait très peur au monde occidental. Oui. Mais les Iraniens le voient un peu comme un géant au pied d'argile. Et on savait que finalement, leur force, leur répression et leur barbarie, elle est surtout pour le peuple iranien. Un tigre de papier, ce qui se passe en ce moment est un révélateur aussi pour l'opposition iranienne de la faiblesse de ce pouvoir. Eh bien, nous, cette faiblesse-là, même pour l'opposition, on la connaissait. Mais on aurait pas aimé... envers la population. Non, mais on aurait aimé finalement que l'Occident prenne conscience que ce régime qu'on a tant craint, où on pensait que ça déclencherait une troisième guerre mondiale, et nous, on n'arrêtait pas de le dire à l'époque, les Russes ne bougeront pas. Les Russes ne bougeront pas pour la République islamique, les Chinois ne bougeront pas pour la République islamique. La République islamique fait beaucoup de bruit, mais n'est pas si forte. En fait, sa meilleure arme, c'était ses proxys.
C'est là où a été dangereuse cette République. Mais là, avec tous les proxys éliminés en l'espace d'1 an et demi, elle est toute seule. Elle est affaiblie. Elle a un ennemi intérieur terrible pour Khamenei. Donc finalement, on la voyait très forte, très puissante. Et là, elle montre quand même ses faiblesses. Et là, on dirait un peu un animal en fin de vie qui mord tout ce qui s'approche pour essayer de survivre. Mais effectivement, nous, on ne le voyait pas comme l'Occident percevait la République islamique. Alors, pour bien comprendre, les forces dont dispose le pouvoir iranien, quel est l'état de son arsenal, Jules Boiteau? Eh bien, pour fabriquer une bombe nucléaire, l'Iran a besoin d'enrichir son uranium jusqu'à 90%. Actuellement, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran ne l'enrichit qu'à 60%, mais vous allez le voir, ces stocks ont considérablement augmenté au cours des 5 dernières années. Et au début du mois, le directeur de l'AIEA a indiqué que des traces d'uranium enrichi avaient été découvertes dans des endroits qui n'étaient pas censés abriter des activités nucléaires. Pour enrichir cet uranium, l'Iran possède 2 sites. À Natanz d'abord, avec près de 50 000 centrifugeuses qui ont été bombardées dès le 13 juin par Israël. Et puis à Fordo, qui abriterait près de 3000 centrifugeuses à 80 mètres sous la montagne, un site fortifié très difficile à atteindre pour Israël. En plus de ces sites d'enrichissement, l'Iran possède 3 sites de recherche à Téhéran, Arak et Ispahan. Et grâce aux connaissances acquises, les experts estiment que l'Iran pourrait assembler une bombe en 1 ou 2 ans. D'ici là, Téhéran peut compter sur ses moyens militaires. L'Iran se vante de disposer d'importants stocks de missiles et de drones cachés dans ces montagnes. 3000 missiles balistiques et plusieurs centaines de missiles hypersoniques selon les estimations américaines. Avant le début du conflit, depuis de nombreux sites militaires ont été détruits par Israël et Téhéran ne peut en plus plus compter sur le soutien de ses proxys comme le Hezbollah, laminé lors de ses récents affrontements contre Israël. Merci Jules Boiteau. Mona Jafarian, vous craignez les effets pour la population de ces frappes sur les sites nucléaires. L'AIEA, le gendarme onusien du nucléaire, les condamne en tout cas. Oui, non, on n'a pas envie qu'on frappe les sites nucléaires parce que les conséquences pourraient être absolument désastreuses pour la population iranienne. Et ça, je pense que pour tous les Iraniens, c'est un véritable cri de colère de dire que ça fait des décennies qu'on demande de l'aide, qu'on demande du soutien, qu'on demande à être entendu, qu'on dénonce ce régime et que finalement, les puissances occidentales ont toujours utilisé les moments de faiblesse du régime quand la population se soulevait pour espérer obtenir des accords, signer des deals, mais sans jamais prendre conscience de la dangerosité du régime pour Israël, pour l'Occident. Et maintenant, on en arrive à une guerre que nous ne voulions pas et qui nous tombe dessus. Et ce serait particulièrement injuste que le peuple iranien paye le prix fort pour des frappes sur le nucléaire qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Certaines inquiétudes, elle se vit aussi en France, parmi les membres de la diaspora iranienne, dont beaucoup comptent des proches en Iran. Difficile actuellement d'obtenir des nouvelles, comme nous le montre Maxime Delaunay. Dans les cuisines de ce restaurant, Mohamed et Ali, 2 Iraniens de 24 ans. Depuis le début de la guerre, dès la fin du service, ils se précipitent sur leur téléphone pour prendre des nouvelles. C'est ça, l'hôpital à Kermanshah. Le visage inquiet face à la violence des bombardements, il tente de joindre sa petite sœur qui habite dans un village au sud du pays. Salam. C'est catastrophique. C'est comme un cauchemar en fait. Je vois la peur dans les yeux de ma sœur. On ne peut rien faire. On est loin de notre famille. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder des vidéos, des infos sur les différents channels et être plus inquiète, quoi. L'inquiétude aussi pour cette artiste iranienne en France depuis 15 ans. Son père vit dans la capitale, particulièrement touché par les frappes israéliennes. Certains habitants pensent à partir, à se réfugier dans les villes avoisinantes. Les gens font la queue dans les stations essence pour rejoindre la campagne. C'est des actions dans les stress qu'effectivement que les populations différentes font pour s'assurer une sécurité. Son père, lui, ne compte pas quitter la ville, malgré l'intensification des bombardements. Mona Jafarian, on parle d'une population de 90 millions d'habitants. On a vu les images des Téhéranais qui fuient la capitale. Un tel exode peut avoir quel type de conséquences? C'est d'une ampleur bien plus importante que ce qu'on avait observé en Syrie, par exemple. Oui, il y a 12 millions de personnes qui habitent à Téhéran, donc c'est absolument considérable. C'est pour ça que quand Donald Trump avait déclaré quitter Téhéran tout de suite, bon, après il est revenu sur sa déclaration comprenant la folie de dire une telle chose, il faudrait des semaines pour évacuer toute cette population.
Il y a beaucoup d'Iraniens qui vont vers la mer Caspienne, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ce qui rend la situation particulièrement difficile aujourd'hui, c'est parce que le régime a coupé Internet. Quand Internet était encore là, les Iraniens étaient prévenus plusieurs heures avant des zones qui allaient être frappées, donc ça leur permettait d'évacuer, de se mettre à l'abri. Et là, en fait, ils sont totalement coupés du monde, donc ça crée en plus un vent de panique, de se dire je ne sais pas où est-ce que ça va être frappé, je ne sais pas où aller. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est déjà sur une population où un Iranien sur deux vit sous le seuil de pauvreté à cause de cette politique de la République islamique. Il y a des pénuries d'essence, les gens n'ont pas d'électricité, donc c'est très 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 compliqué pour la population, parce qu'en plus, ils ont ce régime qui ne donne pas d'abri, pas de consignes, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Et ça rend la situation beaucoup plus compliquée pour eux. Il y a aussi, pour nous Français, le cas de ces deux ressortissants, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont détenus en Iran, certains disent otages politiques. Est-ce que le régime de Téhéran pourrait, en cas de déconvenue dans cette guerre, leur réserver un mauvais sort ? Bien, écoutez, nous, on voit déjà le sort qui est réservé aux prisonniers politiques iraniens. Là, depuis le début de la guerre, la répression les concernant a considérablement augmenté. C'est un régime terroriste, profondément terroriste. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, y compris pour la diplomatie française, pour négocier leur libération. Ils sont à Evin. Evin est quand même le berceau des Lumières de l'Iran, puisque nos intellectuels, nos journalistes, nos activistes, tout le monde est enfermé à Evin. Donc ça en fait aussi une cible particulière pour le régime, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après la mort de Mahsa Amini, il y a eu un grand incendie qui a eu lieu à la prison d'Evin, où on soupçonnait d'ailleurs le régime d'y avoir mis le feu. Eh bien, le régime empêchait les pompiers d'y accéder, frappait les prisonniers à l'intérieur. C'était horrible, les tortures avaient explosé. Et en fait, au lieu de venir... Narges Mohammadi a été torturée. Oui, elle était dedans. Alors, je ne sais pas si elle y était ou si elle était en libre. Bon, je ne vais pas m'avancer. Mais voilà, on avait vécu une nuit horrible en tant qu'Iranien de se dire, mais mon Dieu, tous ces jeunes, tous ces intellectuels, et en plus le régime empêche les pompiers d'y accéder. Donc c'est vrai que nos deux otages, et c'est vraiment des otages, puisque c'est la politique de la République islamique depuis 4 décennies de prendre des otages occidentaux pour espérer des milliards en échange ou la libération de terroristes qui sont enfermés en Occident. Donc j'espère qu'ils vont bientôt pouvoir être de retour, mais c'est vrai qu'au vu de la situation actuelle, ça semble très compliqué, malheureusement. Alors que des raffineries iraniennes ont été ciblées par Israël, l'hypothèse d'une fermeture du détroit d'Ormuz suscite aussi de nombreuses inquiétudes pour l'économie mondiale. L'Iran, c'est 4% de la production mondiale de pétrole, mais surtout le pays qui contrôle un axe ultra stratégique, le détroit d'Ormuz, que le régime pourrait envisager de fermer. Un détroit où transite 20% du commerce mondial de pétrole, issu de grands pays exportateurs, comme l'Arabie Saoudite, l'Irak ou encore les Émirats Arabes Unis. Le bloquer serait une catastrophe pour ce spécialiste et une flambée des prix inévitable. 20 millions de barils jour à peu près transitent par le détroit d'Ormuz et en plus du gaz naturel liquéfié. Donc à ce moment-là, ce seraient les marchés du pétrole et du gaz qui seraient directement touchés. L'Iran a plusieurs fois menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, mais n'a pour l'instant jamais osé passer à l'acte. Le pari d'un blocage est risqué, cela gênerait ses propres exportations d'hydrocarbures et priverait le pays d'une grande partie de ses revenus. Et cela gênerait aussi beaucoup de ses voisins dans la région, à commencer par l'Arabie Saoudite, grand exportateur de pétrole. Mona Jafarian, vous voyez, vous, l'Iran bloquer le détroit d'Ormuz ? C'est délicat à dire, ça serait vraiment, je pense, le dernier recours pour eux pour essayer de faire pression, parce que ce n'est pas que l'Arabie Saoudite, ça mettrait à mal l'économie mondiale, même s'il y avait une flambée des prix du pétrole. Donc je pense qu'ils garderont peut-être cette arme-là en dernier recours, en voyant leur chute arriver, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient envie maintenant, dans cette situation, de se mettre en plus les voisins arabes à dos, qui gardent quand même une certaine neutralité pour le moment sur le conflit. S'il en était en tout cas qui suit de près ce qui s'y passe, c'est Donald Trump. Pas un jour sans que le président américain ne commente le conflit. Quel est son rôle exactement, Jules Boiteau ? Eh bien, il joue le rôle de celui qui souffle le chaud et le froid. Donald Trump multiplie les postures ambiguës depuis le début du conflit. Dès le 13 juin, il soutient les frappes israéliennes, affirme que l'Iran a ignoré son ultimatum de 60 jours pour conclure un accord sur le nucléaire.
avant, le lendemain, d'adopter un ton beaucoup plus modéré où il dit vouloir un retour aux négociations. Mais le 16 juin, 3 jours après le début du conflit, le président américain appelle à évacuer Téhéran tout en renforçant la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Le ton se durcit. C'est lui qui dissuade Israël de cibler directement le guide suprême Ali Khamenei, tout en précisant qu'il est une cible facile et qu'il ne sera pas tué, en tout cas pas pour le moment. Intervenir, je vais peut-être le faire ou peut-être pas. Donald Trump veut en tout cas maintenir une pression maximale sur l'Iran pour forcer Téhéran à un accord et se placer en faiseur de paix. Mais Donald Trump joue gros vis-à-vis de sa base aux États-Unis où les divisions ont éclaté entre les faucons et les modérés, divisions qui contribuent d'ailleurs à alimenter sa propre ambivalence. En tout cas, le président américain a posé un cadre temporel. Il a indiqué qu'il déciderait d'une intervention militaire américaine dans les 15 prochains jours. Merci Jules Boiteau. Mona Jaffari, en 15 jours pour négocier. Vous pensez que les États-Unis peuvent contraindre le pouvoir iranien à abandonner son programme nucléaire, puisque c'est cela dont il est question ? Écoutez, je vais être très honnête avec vous, je ne suis même pas sûre finalement que le but premier de cette attaque fut le nucléaire. La première nuit où les frappes ont commencé, si le but est le nucléaire, eh bien, toutes les cibles auraient dû être nucléaires. Et là, il y a vraiment tout l'appareil répressif de répression intérieure du peuple iranien, de renseignement, les têtes des gardiens de la révolution. Donc en fait, c'est vraiment toute la République, la colonne vertébrale de la République islamique qui a été touchée, mais aussi ça a permis d'envoyer des messages forts à la population pour leur dire on est en train de faire ce sale boulot qui vous empêchait finalement, vous, d'une certaine manière, de vous libérer année après année quand vous le tentiez. Donc j'ai l'impression que ces 2 semaines, c'est effectivement pour mettre la pression, mais j'ai l'impression que c'est plus un moyen de donner un peu de temps à Israël pour affaiblir au maximum le régime. Ils ont frappé toute la nuit hier sur Téhéran et il n'y avait pas que des cibles nucléaires ni balistiques. Donc je pense que l'objectif non avoué, c'est que pour régler tous les problèmes finalement au Proche, au Moyen-Orient et pour la sécurité d'Israël, la meilleure solution serait quand même que cette République islamique disparaisse. Donc même si le pouvoir iranien dans les 15 prochains jours renonce à toute activité d'enrichissement, Israël le laissera suffisamment affaibli pour qu'il tombe demain, c'est ce que vous dites. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu'ils renonceront un jour au nucléaire, parce qu'en fait, il faut comprendre la République islamique. Quand ces gens-là scandent « mort à Israël »,« mort aux États-Unis », c'est pas juste des slogans, c'est profondément leur idéologie. C'est des gens dont l'ADN même est terroriste et djihadiste. Donc je ne vois pas comment, même pour sa base radicale, comment Khamenei pourrait à ce stade revenir en arrière, parce que quelques jours avant les attaques, il déclare très sûr de lui à la télé, d'ailleurs ça va lui porter beaucoup préjudice après ça, même auprès des gens qui le soutiennent, il dit il n'y aura aucune négociation et il n'y aura pas la guerre. Et 2 jours après, la guerre éclate, donc ça l'a déjà mis à mal, donc je ne le vois pas aujourd'hui en position là de dire j'abandonne. Et qui peut leur faire confiance ? Combien de fois ont-ils trompé l'Occident pour qu'à ce stade, on se dise ils ne cherchent pas juste une porte de sortie pour pouvoir revenir derrière, qu'on lève les sanctions ? Et que vont-ils faire de tous ces milliards ensuite ? L'opposition entre Israël et l'Iran, ça n'a pas toujours été le cas. Sous le régime du Shah d'Iran, les 2 États étaient même de précieux alliés. Quelles sont alors les racines d'une telle détestation ? Retour dans le temps et les événements avec Maryse Burgot pour France 2. Iran et Israël, 2 ennemis intimes depuis plus de 40 ans. Pourtant, quand le Shah d'Iran est encore au pouvoir avant 1979, l'État hébreu est l'allié de l'Iran. L'Iran est même le 2e pays musulman en 1950 à reconnaître l'État d'Israël. Mais tout bascule en 1979 avec la révolution islamique à Téhéran. Le nouveau régime des ayatollahs rejette l'impérialisme américain et son allié Israël. C'est le début d'une longue guerre indirecte entre les 2 puissances. L'Iran avait donc toujours choisi jusqu'à présent de frapper Israël via ses alliés dans la région. Le Hezbollah au Liban et en Syrie, les milices chiites en Irak et les Houthis au Yémen. Mona Jaffari, Iraniens et Israéliens pourraient à nouveau s'entendre à l'avenir ? Iraniens et Israéliens s'entendent déjà. En fait, il y a vraiment...
Il y a vraiment un distinguo à faire entre République islamique et Iran, puisque vous savez, quand il y a eu les attaques du 7 octobre, je crois que l'Iran a été un des rares pays où le peuple a montré de la sympathie pour les Israéliens, que ce soit dans les stades, dans la rue, sur les réseaux sociaux, parce que qui mieux que les Iraniens ne connaissent la barbarie de cet islamisme qui frappe dans leur chair. Donc je pense que le seul obstacle à la paix entre Israël et l'Iran, c'est la République islamique, et j'irai même plus loin, le seul obstacle à la paix au Proche et au Moyen-Orient, c'est la République islamique. Sinon, si on prend les peuples en considération, il n'y aura pas d'hostilité, elle n'est déjà pas présente. On voit déjà des mouvements de solidarité énormes entre les deux peuples, et même maintenant, en pleine guerre... Oui. Et malgré les événements à Gaza, j'ai envie de vous dire. Je pense que la solution viendra aussi par là, parce que finalement, quand on a une région qui est apaisée, où plus personne n'a de raison de prétendre quoi que ce soit, eh bien, on peut mettre les protagonistes à la table des négociations en leur disant ni toi n'avez encore des raisons de continuer dans la manière dont vous voulez avancer. Il est temps pour le Proche et le Moyen-Orient d'avoir enfin cette paix qu'on mérite tous. D'autant que le Hamas perdrait là l'un de ses principaux sponsors régionaux. Le principal, c'est vraiment, et celui qui le pousse d'ailleurs à ce chaos pour empêcher justement l'Arabie Saoudite et d'autres de pouvoir instaurer cette paix. C'est vraiment l'élément principal de déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient qui a causé la mort de quasiment 4 millions de personnes, directement ou indirectement. C'est la République islamique d'Iran. Merci Mona Jafarian, présidente et cofondatrice du collectif Femmes Azadi, d'avoir été avec nous sur France 24. C'est la fin du Monde dans tous ses états, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. À la semaine prochaine.